Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce 10 mars, le bilan après le passage du cyclone Enao sur Madagascar s'est alourdi. Oui, 48 heures après le passage d'Enao, le calvaire continue pour les habitants. Des dizaines de milliers de familles sont sans abri. Dans certaines parties de la grande île, les habitations ont été détruites à 100%. Marie-Galante ambitionne de devenir un exemple en matière d'autonomie énergétique. Le projet a été présenté hier à Malte à l'occasion de la conférence sur les îles pionnières en matière de transition énergétique. Elle aussi a de l'ambition. La Saint-Pierraise Raphaël Guano veut obtenir le titre de peintre officiel de la Marine nationale, accordé par le ministre de la Défense. Et puis rencontre en fin d'édition avec une femme qui a quitté son île natale, la Réunion, pour voler de ses propres ailes et concrétiser ses rêves. Sylvie Sinamalé est aujourd'hui chef d'entreprise à Paris. Extrait. Je faisais des petits salons, je faisais des marchés pour me faire connaître et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a plu énormément. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je suis arrivée au bout de 4 ans. Et la 4e année, on a dit pourquoi pas monter une petite boutique. Sylvie Sinimalé, chef d'entreprise, une femme avec des projets plein la tête à retrouver à la fin de cette édition. Mais avant, ce chiffre, 52 000, c'est notre chiffre du jour. 52 000, c'est le nombre de sinistrés enregistrés pour l'instant après le passage du cyclone Enao sur l'île de Madagascar, Stéphane. 48 heures après le passage d'Enao, vous allez le voir, le cauchemar continue pour les sinistrés durement touchés par le cyclone. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Voici leur reportage tourné dans un quartier pauvre de la capitale Tananarive où une fillette est morte noyée. Hakim Ali Saïd et Philippe Poirot. La désolation sur le passage d'Enao. L'eau a du mal à s'évacuer. Nous sommes dans les bas quartiers du sud de Tananarive, la capitale, là où la misère a élu domicile depuis des dizaines d'années. Une fillette de 2 ans a trouvé la mort ici, noyée dans les pluies diluviennes de l'un des cyclones les plus dévastateurs à toucher Madagascar. Quand l'eau est montée, l'enfant est tombé et a été emporté. Mais chaque fois qu'il pleut, c'est la même chose. Nous sommes inondés ici. Il faudrait remblayer. Michaela est éprouvée. La jeune maman vit depuis 48 heures, les pieds dans l'eau. On souffre à cause de l'eau. L'État doit faire quelque chose et nous aider. Bien que le cyclone soit parti, l'eau continue de monter, surtout depuis hier. On reste ici car on a peur de perdre la maison, on n'ose pas sortir. Les sinistrés se comptent par dizaines de milliers, 52 000 selon un bilan encore provisoire. Dans ce centre d'hébergement d'urgence improvisé de la capitale, des familles qui ont pratiquement tout perdu attendent la décrue pour regagner ce qui reste de leur domicile. On a des enfants et on a peur pour eux. Nous sommes venus ici en abandonnant tout. Mais qui va surveiller nos maisons? À la situation sanitaire déjà difficile de Madagascar s'ajoute une situation humanitaire d'urgence. Et sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Philippe Poirot et Hakim Ali Saïd. Dans cette grande île de 23 millions d'habitants, il est impossible aujourd'hui d'avoir un bilan précis. La présidence parle de 9 morts pour l'instant. En tout cas, une chose est sûre, Hakim, la situation là-bas est alarmante. Des dizaines de milliers de Malgaches sont ce soir dans un besoin d'urgence alimentaire et sanitaire absolu, avec l'eau qui stagne dans de nombreux quartiers, dans de nombreuses villes. Le risque de développement et de propagation des maladies de Mensal est très élevé. De nombreuses familles ont ici tout perdu, plus de maisons, plus de nourriture. À Antala, dans le nord-est de l'île, la région la plus touchée, il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'électricité. Les rafales de vent qui ont atteint les 300 km/h là-bas ont mis à terre les cultures, les greniers de riz, l'aliment de base des Malgaches, ont été inondés. Sans trop y croire, les sinistrés comptent ici sur l'aide humanitaire internationale, une aide qui est quelque peu plombée par la lourdeur légendaire de l'administration malgache. Rien n'est facile ici, nous disait cet après-midi un homme d'église. Rien n'est facile à Madagascar, même s'il s'agit de venir en aide à son prochain.
Merci beaucoup Hakim. Je rappelle que vous étiez en direct avec Philippe Oaro de Madagascar. En Polynésie, l'aide humanitaire en faveur des sinistrés des intempéries de janvier dernier continue d'arriver, Steven. Oui, les dons venus de métropole ont été réceptionnés ce jeudi 9 mars à l'aéroport de Tahiti. C'est la première info d'Outre-mer Express préparée par Jean-Pierre Magnodet. De l'aide pour Tahiti. Après les graves inondations survenues fin janvier dans l'archipel polynésien, plus de 100 tonnes de dons sont arrivées à l'aéroport de Faa. Vêtements, chaussures et jouets seront bientôt distribués aux sinistrés. Ils viennent à la Croix-Rouge avec une attestation de sinistre et la Croix-Rouge leur donne ce dont ils ont besoin. Les dons proviennent de Métropole, une collecte réalisée à l'initiative de la délégation polynésienne de Paris. Un imbroglio judiciaire autour de la condamnation de Léon Bertrand. Devant la cour d'appel de Guadeloupe, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni a écopé de 3 ans de prison ferme dans une affaire d'attribution illégale de marchés publics. Une peine assortie d'un mandat de dépôt, mandat qui permet l'incarcération immédiate d'un prévenu si celui-ci est présent à l'audience. Or, M. Bertrand n'était pas présent, donc le mandat de dépôt n'a pas pu être mis à exécution par la chambre correctionnelle de la cour de Basse-Terre. Seul un mandat d'arrêt aurait permis l'exécution de la peine prononcée. Or, ce mandat n'a pas été requis. Après s'être pourvu en cassation, Léon Bertrand reste donc pour l'instant en liberté. Jean-Michel Bailey en visite sur l'île guadeloupéenne de la Désirade. Le ministre de l'Aménagement du Territoire est venu inaugurer une maison des services au public, un établissement conçu pour faciliter la vie des habitants. Les personnels de la Poste sont bien formés, les grandes administrations sont là, pour l'emploi et autres. C'est donc un retour du service public au plus près de nos concitoyens. Désormais, inutile de prendre le bateau jusqu'à Pointe-à-Pitre pour effectuer ces démarches administratives. Une évolution très appréciée des Désiradiens, notamment en période de mauvais temps. Elle est une bonne nouvelle maintenant pour les fonctionnaires d'État originaires des Outre-mer. Ils deviennent prioritaires en cas de demande de mutation dans leur terre d'origine. Ces nouvelles dispositions ont été présentées dans une circulaire gouvernementale. Alors pour mieux comprendre, nous recevons sur ce plateau le chef du service politique William Cromwell. Bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir Alors, Steven. Bonsoir. Dorénavant, les policiers ou encore les professeurs peuvent mettre en avant ce que l'on appelle une priorité légale d'affectation. Qu'est-ce que William ? Eh bien, dans les administrations, les mutations se font avec un cumul de points en fonction des carrières. Et les postes outre-mer demandaient tellement de points que pour les originaires, ça devenait très compliqué d'y accéder. Avec cette priorité légale, un professeur, un gardien de prison, un agent des impôts pourra demander sa mutation et faire valoir ce qu'on appelle ces CIMM, ces centres d'intérêt matériels et moraux. Ça lui servira un peu de coupe-fil par rapport à ses collègues qui font la même demande de mutation. Alors, tout dépendra maintenant de ce que les administrations voudront bien mettre dans les CIMM. Certaines acceptent une simple boîte à lettres, d'autres exigent des liens familiaux avérés. En tout cas, d'après le syndicat des policiers ultramarins GPX Outre-mer, on estime à 5000 le nombre de fonctionnaires ultramarins en métropole en attente d'affectation. Merci beaucoup, William Cromwell, pour ces éclaircissements. Allez, nous restons dans la politique, cette fois au niveau européen. La Commission des îles des régions ultra-périphériques, qui s'est tenue à Malte, a étudié le dossier guadeloupéen de Marie Galante. Oui, Marie Galante est ambitieuse. Elle rêve de devenir autonome en énergie d'ici 2020 et être ainsi un modèle national, voire européen. Le projet évalué à 1 milliard d'euros a été présenté hier dans l'île de Gozo à Malte pour la conférence sur les îles pionnières en matière de transition énergétique. Explication Henri Elie, Kelly Pujard et Bruno Jean-Baptiste. Un vent a décorné les bœufs à Gozo depuis quelques jours, l'une des 8 îles de l'archipel de la République de Malte. C'est là que se réunissent les représentants d'une douzaine de pays d'Europe dans le cadre de la conférence des régions périphériques maritimes. Pour la France sont présentes, entre autres régions, la Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis là pour montrer que la France entend se faire entendre dans le cadre des négociations de la politique de cohésion, de façon à ce que les îles françaises bénéficient de financements européens, qu'on ne les oublie pas pour la prochaine période de programmation. Marie Galante aura besoin de financement, elle aura besoin de financement sur tous les volets, et dans le cadre de la future politique de cohésion, les futurs budgets de l'Union européenne, nous devons manifester nos besoins de façon à bénéficier des subventions. Et d'ajouter que Marie Galante se veut un modèle national, voire européen,
avec même l'ambition de devenir un territoire totalement autonome dans le domaine des énergies renouvelables d'ici 2020. Alors rêve ou réalité? Il faut savoir qu'à Marie-Galante, nos besoins sont de 8 mégawatts. Nous produisons déjà 4 mégawatts 5 et c'est pour cela que nous avons cette ambition qui est d'être autonome d'ici 2020. Avec nos partenaires, la Compagnie nationale du Rhône, nous avons décidé de tout mettre sur Marie-Galante pour y arriver, ainsi que la mobilité électrique. Il est vrai qu'en Guadeloupe, comme ici d'ailleurs, en Méditerranée, à Gozo, vent, soleil et mer sont des atouts pour les habitants de ces îles parfois éloignées de tout. Encore faut-il que Bruxelles suive et finance au nom de l'Europe ces projets du futur. Je reste persuadée qu'il faut rester confiant parce que je pense que les îles, les moyens financiers ont diminué beaucoup et nous avons retrouvé un véritable partenaire avec l'Europe. Maintenant, il s'agit de bien pouvoir positionner des projets puisque sans projet, on ne peut pas bénéficier de ces financements justement. Donc il faut innover, il faut oser, il faut être là avec des projets complètement bien ficelés. La Guadeloupe et Malte sont des îles ou plutôt des chapelets d'îles en tout point similaires et ce, même si 7719 km exactement les séparent. Problèmes climatiques, de transport par ferry, d'éducation pour les enfants, de santé, d'emploi et même de vagues migratoires. Des questions multiples auxquelles l'Europe doit trouver aujourd'hui plus que jamais des solutions sous peine de laisser ces terres encore plus isolées. Dans le cadre de notre semaine dédiée aux droits des femmes, nous ouvrons notre page consacrée aux femmes justement avec cette rencontre. Il s'agit d'une artiste. Elle pourrait rentrer prochainement dans le cercle très fermé des peintres de la Marine nationale. Raphaël Guano veut intégrer ce corps de métier qui a été créé au XVIIe siècle par le cardinal Richelieu. Pour cela, cette Saint-Pierraise doit être sélectionnée à l'occasion du Salon de la Marine. Angélique Lebouteur et Massimo Bulgarelli sont allés lui rendre visite en Bretagne. La mer, source d'inspiration inépuisable. Peintres, photographes ou même sculpteurs, tous ici rêvent de mettre leur talent au service de la Marine nationale. Une fonction que convoite notamment Raphaël Guano. Pendant un mois, la Saint-Pierraise a exposé au musée de la Marine à Paris. Avec sa grande hermine, chalutier breton, habitué des côtes de son archipel natal, elle espère avoir tapé dans l'œil du jury, qui repère les peintres officiels de la marine. Une distinction prestigieuse, sans pension ni traitement, mais qui offre la possibilité d'embarquer sur les bâtiments de la Royale. Aller au Kerguelen peindre en bateau, ça serait juste fou. Revenir chez moi en bateau, ça serait super. Et puis peindre les gens de la mer, le milieu de la mer, c'est pas mon élément parce que mais ce serait un élément que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien travailler. C'est la dernière sélection avant la fermeture fin mars du musée du Trocadéro pour des rénovations qui vont durer 4 ans. En attendant les résultats, Raphaël préfère quitter la capitale. Cette semaine, elle pose son chevalet sur la côte bretonne devant un cimetière marin. Sur la toile, le navire abandonné prend forme en quelques minutes. D'abord les ombres et la composition générale, les coups de pinceau sont rapides et assurés. Raphaël est dans son élément. Ça m'a fait penser à l'Anglade immédiatement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis le bateau, les épaves, c'est un peu comme quand on entre dans une église ou une cathédrale. Ça me crée une émotion à chaque fois de passer à côté d'épaves. Je trouve que, je sais pas, ça a une âme, c'est beau. Puis la forme, c'est juste magnifique. Je pourrais rester là à les regarder. Rester là entre terre et mer, dans ce lieu figé par le temps et prisé des artistes du coin. En avril, Raphaël exposera ses nouvelles toiles dans cette commune du Finistère, avant peut-être de s'en aller peindre avec la Marine nationale. Et Raphaël Guano devrait savoir en début de semaine prochaine si elle est nommée peintre de la Marine. On croise les doigts pour elle. Allez, être maman à 15 ans, un choix délibéré pour une adolescente réunionnaise. Elle a rencontré le père de sa fille à 14 ans. La vie les a un temps séparés. Ils se sont ensuite retrouvés. Ils vivent ensemble à Lyon. Elle a repris ses études et mène en parallèle sa vie de mère de famille avec 2 enfants. Un choix
assumée, mais qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Steven. Oui, des réactions visibles sur notre page Facebook. Les gens qui critiquent n'ont que ça à faire, se désolent par exemple en presse Yahila. C'est de plus en plus difficile de s'occuper d'un enfant, même à 30 ans, donc à quoi bon la juger? Myrmat 474 respecte son choix, mais déplore un gâchis. Cette jeune maman pensera autrement quand elle aura 40 ans. L'histoire de Noémie Fontaine à découvrir sur l'application La Première, qui est à télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait. Autre femme réunionnaise, autre vie de battante, celle d'une femme qui rêvait d'être son propre chef. Voici Tranche de vie. Sylvie Sinimalé a eu plusieurs vies professionnelles, mais un seul objectif, être son propre patron. Un rêve qu'elle a pu réaliser il y a quelques mois en ouvrant une boutique d'épices dans le 5e arrondissement de Paris. Des produits en provenance directe de son île natale, La Réunion. Pierre Cissé, François Broge et Bernard Blandel. Je m'appelle Sylvie Sinimalé. Je suis originaire de l'île de La Réunion, native de Saint-André. Saint-André, c'est une ville de l'Est où il y a beaucoup d'Indiens. Et je suis, on dit malbaraise chez nous. Donc je suis indienne. Mes arrière-parents viennent d'Inde. Depuis toute petite, Sylvie veut être patronne, comme sa maîtresse. Quand j'allais à l'école, je voyais toujours la maîtresse qui commandait. Je dis, ah, moi, j'aimerais bien commander aussi. Je dis, mais pourquoi c'est elle qui nous commande tout le temps? Et tout le temps, je dis, j'aimerais bien jouer de patronne. Et puis, le déclic, ça a vraiment, c'est quand j'avais 15 ans. J'étais apprentie coiffeuse. Et là, quand j'ai vu ma patronne, son salon, là, vraiment, je crois que c'était un gros déclic pour moi. Elle envisage de quitter sa famille pour étudier la coiffure à Paris. Je voulais faire mes études de coiffure. Ma mère, elle ne voulait pas. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. C'est comme ça, je reste, mais à des conditions. Je dois faire ce que j'ai envie de faire. Et puis ben là, voilà, donc je voulais plus aller à l'école. J'ai arrêté en 3e, je voulais plus aller à l'école. Et j'ai commencé à travailler comme apprentie coiffeuse. Et là, ben, j'ai fait ma vie. Je me suis mariée très jeune. J'ai fait des enfants. Et bon, malheureusement, ça fait partie de la vie. Ça n'a pas marché au bout de 8 ans. Et c'est là, à mon divorce, j'ai dit OK, donc je vis ma vie, la vie que j'ai perdue jeune. Moi, je suis comme un oiseau. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Je veux qu'on me laisse ma liberté et faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, dans mes projets, professionnellement, je parle. J'ai rencontré mon compagnon que je suis avec maintenant. Et il était dans les affaires. Donc, il était dans les épices. Et quand je l'ai rencontré, j'ai arrêté complètement mon métier. J'ai dit, OK, je viens avec toi, tu me formes, j'aimerais bien apprendre tout ce qui est épices gastronomie. Et c'est là le déclic. Et en travaillant avec lui, je dis, mais pourquoi pas travailler pour mon île? Parce qu'étant donné qu'il vendait les épices de La Réunion. Et c'est là, il m'a dit, mais si tu veux. J'ai commencé à travailler pour moi, j'ai ouvert une entreprise, l'auto-entrepreneur, et j'ai commencé à faire des salons. Je faisais des petits salons, je faisais des marchés, pour me faire connaître et j'ai beaucoup aimé. Ça m'a plu énormément. Et c'est comme ça, aujourd'hui, je suis arrivée au bout de 4 ans. Et la 4e année, on a dit pourquoi pas monter une petite boutique. Et c'est là que j'ai monté ma boutique. J'ai pas mal de projets, il faut que j'arrive à mes fins. Alors, ce que j'ai envie, dès que j'ai envie, mon cœur a envie quelque chose, il faut que je fasse aussi. Donc je vais ouvrir un petit restaurant, une petite terrasse, j'ai une terrasse. Et je vais faire ce que j'ai toujours voulu, servir les gens à Paris sur une terrasse, faire connaître mes friandes, mes alcools, toutes les tapas de chez moi. Quand vous êtes sûr de vous, et vous savez, vous pouvez travailler n'importe où. L'avantage qu'on a quand on est manuel, on peut aller dans n'importe quel pays. Je n'ai pas peur de la vie, j'ai bien vécu. J'ai des beaux enfants, j'ai des beaux petits-enfants, j'ai très peu d'amis, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et c'est ça qui est important. Sylvie Sinimalé, celle qui va être libre de vivre ses rêves, c'est à retrouver dans Tranche de vie également sur lapremière.fr. Lundi, vous retrouverez Pierre Lacombe et Marie Radovic pour Info Soir. Là, pour ce soir, c'est terminé. Mais en attendant, l'information continue sur votre appli La Première.
Ce soir, au programme dès 21h, vous pourrez voir votre Meurtre au paradis, votre série policière, 3 épisodes, des épisodes qui sont entièrement tournés en Guadeloupe. Excellent week-end. Bonne soirée.